Bonjour à tous, merci d'être présents à nos côtés ce matin pour ce webinaire qui est dédié à la data dans l'enseignement supérieur. Les sujets et les cas d'usage concrètement dans ce milieu sont vastes, ils sont passionnants. Ils peuvent aller vraiment du suivi des admissions jusqu'au pilotage du campus, en passant par d'autres sujets qui vont être vraiment critiques en fait, pour les opérations d'une université, d'une école, d'un centre de test, des organismes affiliés. Donc, on va essayer de couvrir un petit peu de ça ensemble dans cette matinée. Moi, je m'appelle Sepideh Rochani, je suis responsable de compte chez The Information Lab. Information Lab est expert de l'analyse de données et premier partenaire de Tableau en Europe. J'ai travaillé personnellement pendant 7 ans dans le secteur de l'éducation dans son sens large, donc je suis vraiment ravie d'être là et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec Xavier Romieux, donc mon homologue côté Tableau, à qui je vais passer la parole dans un instant. Et juste avant, 2 mots sur l'agenda du jour. Donc, cette petite introduction qu'on va avoir, Xavier et moi. Et ensuite, nous passerons donc la parole à Rita Tenant, qui nous rejoint donc, de Salesforce pour nous partager la vision de la data au cœur de l'éducation, du secteur de l'éducation. Et ensuite, nous allons passer la parole à nos invités pour leur retour d'expérience avant de faire une démonstration de la plateforme de Tableau pour vous donner des idées encore plus concrètes. Voilà, pendant tout ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et nous allons les prendre en fait en continu au fil des différents témoignages. Xavier. Merci Sepideh, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Je suis Xavier Romieux, donc directeur de compte chez Tableau. Avant de laisser la parole à Rita, je voulais juste vous faire un tout petit mot d'introduction sur la société Tableau, donc, qui est une société qui a une vingtaine d'années, qui a été rachetée il y a un peu plus de 2 ans par la société Salesforce et qui regroupe aujourd'hui en Europe un peu plus de 700 collaborateurs, qui est aujourd'hui le leader sur le marché de la BI ou du décisionnel. Et voilà, ces 700 personnes en Europe, typiquement, se rassemblent autour d'une mission commune qui est reprise sur cette diapo. Voilà, nous aidons les gens à voir et à comprendre les données. Donc, c'est toute la philosophie de Tableau qui va vous être présentée aujourd'hui et synthétisée dans cette phrase, à la fois simple mais à la fois très explicite, puisque voilà, on aide les gens d'une part à voir les données, donc c'est-à-dire qu'on va rapprocher l'œil humain des données, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, quel que soit leur volumétrie, quelle que soit leur fréquence de rafraîchissement. Mais en plus de ça, ce qui fait la singularité de Tableau, c'est qu'au sein de la plateforme, de façon complètement sécurisée, on aide les gens à comprendre les données, c'est-à-dire qu'on va les aider à en tirer parti, à les valoriser, à les exploiter, à les enrichir et à en tirer de la valeur, parce que finalement, c'est bien ça l'enjeu qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc voilà, Tableau laisse les personnes qui comprennent les données les exploiter et en tirer parti et en tirer de la valeur. Et c'est ce que vont illustrer les cas d'usage qui vont vous être présentés aujourd'hui. Je laisse la parole à Rita, qui est notre vice-présidente IMIA, pour un petit mot d'introduction avant de venir au cas d'usage et aux présentations de nos participants. Merci beaucoup Sepideh et Xavier. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Comme disait Xavier, je suis vice-présidente pour Salesforce Tableau au niveau Europe. Pour nous, le monde de l'éducation est un monde important. Vous avez été notre partenaire depuis des décennies. Nous avons plus de 6 000 institutions d'éducation au niveau global, plus de 7 000 membres très actifs, je dois dire, sur notre Trailblazer Community, plus de 9 000 apps dans notre écosystème partenaire et énormément d'opportunités de carrière pour vos étudiants au niveau global. Je suis née en France, mais ça fait plus de 20 ans que je vis à l'étranger, donc vous devrez me pardonner les anglicismes qui seront certainement très présents. Alors, ce que je vois dans le public sector, l'éducation étant une des verticaux que nous avions, c'est qu'il y a un abîme vraiment croissant entre la valeur que les grandes sociétés commerciales arrivent à tirer des données et ce qu'on fait le secteur public en particulier. Pour moi, il est trop important de créer écosystème, c'est-à-dire d'avoir une stratégie qui permette
à nos clients de parler avec nos clients, à nos clients et nos partenaires de créer ensemble et ensemble également de faire beaucoup d'initiatives, même de biens communs. C'est important pour le monde de l'édu, c'est important pour le monde public. Salesforce en particulier a fait un pledge de réduire l'écart entre l'offre et la demande au niveau des compétences de data en formant 10 millions de personnes en 5 ans. À travers des programmes avec les académies, avec les gouvernements, avec les NGO, etc. Donc, créer cette capacité au niveau de l'éducation de secteur public, pour nous, est vraiment partie de la stratégie globale. Donc, importance de ces webinaires. Ce matin, nous allons passer du temps sur le retour d'expérience pour l'éducation en particulier. Ce que nous voyons avec les solutions Tableau, et ce que je n'ai vous allez dire, c'est certain que te pose ce sujet, mais je vois vraiment des personnes qui deviennent fans parce que la capacité, enfin le bénéfice est très visuel et très rapide. J'étais la semaine dernière en Angleterre avec le NHS, donc au niveau de la santé, on sort de 2 années de pandémie, donc oui, il me disait en 90 jours, 90 days, ils ont réussi à individuer 2 millions de savings, mais plus important encore, la capacité de voir que les stents, je ne sais pas le mot en français, c'est les petits appareils qu'on met sur les aortes pour ouvrir la aorte du cœur, se sont rendus compte que celles qui coûtaient le plus cher, c'est les moins efficaces. Donc, des informations, comme le disait Xavier, c'est non seulement la visualisation, mais l'exploration des données qui est rendue au niveau autonome pour chaque personne, du back-office jusqu'au front-line. Ça devient un différenciateur, ça devient un catalyste pour le changement. Hein. On parle tous de transformation digitale et combien c'est important. La donnée est vraiment un pilar fondamental à ces transformations et le catalyste, nous savons, là où nous avons pu collaborer avec nos clients au mieux, que c'est vraiment un catalyste for change. Alors, ce matin, nous voulons vraiment rendre cette heure ensemble quelque chose de valeur pour vous. Donc, n'hésitez pas, comme le disait Sépidé, à envoyer des questions dans le chat. Et moi, je suis toujours très intéressée à comprendre votre feedback sur vos besoins personnels, les besoins pour l'éducation, choses sur lesquelles nous pourrions collaborer ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça. C'est vraiment bienvenu et ça ne tombe pas dans une black box. Merci beaucoup pour l'attention. Xavier? Merci beaucoup, Rita. Merci, Rita. On y va. Exactement. On y va. Merci beaucoup, Rita, pour cette vision. Et oui, Xavier, c'est parti. On va donner la parole donc tout d'abord à l'EM Lyon. Et l'EM Lyon, plus exactement Lucie. Juste avant, un petit déroulé en fait de tableau au sein de l'EM Lyon. Il faut savoir que l'EM Lyon a commencé son parcours avec Tableau en 2018, comme vous pouvez le voir là. C'est-à-dire 2018, c'était la mise en place de Tableau. Mise en place de Tableau au sein d'une équipe, ça veut dire, en montée de projet, une réflexion sur l'accès aux data. Donc, c'est ce qui s'est fait vraiment de façon évolutive et vous le voyez très, très bien en fait dans le parcours de l'école. Comment les équipes vont-elles accéder aux data? 2019, 2020, mise en place des premiers projets. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à être aux côtés de l'EM Lyon à ce moment-là. Donc, mise en place des projets structurés, formation des utilisateurs et ensuite, demande des métiers. D'accord? Donc, effectivement, quand on a accès à la donnée, les questions vont venir donc des métiers de plus en plus et les projets vont pouvoir croître comme ça. Donc, demande des métiers. Et ensuite, en 2021, Tableau s'inscrit directement dans le schéma directeur de l'EM Lyon. Et à présent, l'EM Lyon, c'est quoi? C'est plus de 200 utilisateurs sur Tableau. 9 domaines d'application qui sont variés, qu'on voit un petit peu juste en dessous, planification, évaluation des cours, occupation des campus et j'en passe. Plus de 100 sources de données et une quarantaine de projets. Et donc, quoi? La mise en place d'un SI data.
spécifiques. Et c'est dans ce cadre-là, donc global, que Lucie intervient, mais elle intervient plus spécifiquement donc au niveau de la direction QAR, si tu veux bien passer à la slide de Lucie. Donc au niveau de l'équipe qualité, accréditation et ranking. Et avant de te donner la parole, Lucie, en un mot, il me semble que c'est bien critique pour vous parce que l'EM Lyon est accrédité EQUIS en bas et à CSV, donc fait partie des écoles qui ont la triple accréditation. Et donc, Lucie, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis data analyst à l'EM Lyon Business School donc depuis octobre 2019. Donc, je travaille au sein de la direction QAR, qualité, accréditation, ranking. Je suis plutôt sur la partie ranking. Donc, mes missions principales, c'est la préparation des données donc pour les classements, donc internationaux et nationaux, à savoir qu'on participe à peu près à 50 classements par an. Je m'occupe aussi donc de l'analyse des résultats de ces classements, donc dans le cadre de l'amélioration continue de l'école et des programmes. D'autres analyses ponctuelles aussi qui peuvent être en lien soit avec les classements, soit en lien avec le positionnement de l'école. Donc, par exemple, la recherche. Et je m'occupe également des enquêtes d'insertion annuelle des diplômés, donc de la préparation des enquêtes jusqu'à l'analyse des résultats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton historique avec Tableau, ta prise en main de Tableau? Alors, j'utilise Tableau donc, depuis mon arrivée à EM Lyon, donc ça fait environ 2 ans et demi. Donc, j'utilise Tableau Desktop, donc le logiciel de data visualisation depuis 2 ans et demi, mais j'utilise également Tableau Prep Builder, donc le logiciel de préparation des données depuis à peu près 6 mois. Super. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais avec Tableau ou comment tu le fais et que tu ne faisais pas, disons, avant, un comparatif entre ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui avec Tableau? Ok. Alors, je vais d'abord parler donc de Tableau Desktop. Donc, c'est plutôt une utilisation ponctuelle. On va dire que je vais avoir des pics d'activité à certains moments de l'année. C'est notamment le cas pour les enquêtes d'insertion. Donc, en fait, tous les rapports d'insertion, donc par programme et par gamme de programmes, sont réalisés sur Tableau. Je fais des graphiques, des cartes, des tableaux. Ensuite, on fait des rapports PDF qui sont envoyés donc, aux différentes parties prenantes de l'école. Donc, par exemple, les directeurs de programme dans le cadre de l'amélioration continue du programme. Avant Tableau, en fait, on ne faisait pas du tout de rapports d'insertion. En complément de ces rapports d'insertion, on a aussi des tableaux de bord, donc détaillés et multi-années sur les enquêtes d'insertion. Donc, ces tableaux de bord, ils sont partagés avec le service carrière pour des analyses plus précises. Donc, soit pour eux directement pour mieux connaître l'insertion des diplômés et pour préparer et conseiller au mieux nos étudiants, soit pour répondre à des demandes spécifiques, donc soit de la part des étudiants, par exemple un étudiant qui va avoir la semaine prochaine un entretien avec KPMG qui va aller voir le service carrière et qui va leur dire quel salaire je peux prétendre pour entrer dans cette entreprise, ou de la part d'organismes externes, comme par exemple une banque qui veut financer un prêt étudiant et qui a des questions très spécifiques sur l'insertion de nos diplômés. Je fais aussi des tableaux de bord donc, sur d'autres données institutionnelles de l'école, comme par exemple les effectifs étudiants, donc avec différents niveaux de détail, donc par programme, par gamme de programmes, la parité homme-femme, le pourcentage d'internationaux et le nombre de nouveaux entrants. Ensuite, si je parle donc de tableau prep, c'est une utilisation plus régulière, on va dire hebdomadaire. Donc, je vais l'utiliser pour lier, réunir, nettoyer, filtrer et agréger mes données, soit pour créer un extrait de données tableau et les analyser directement donc, dans Tableau Desktop. Donc, c'est notamment le cas de mes tableaux de bord sur les enquêtes d'insertion. Soit pour préparer les données côté classement ou accréditation. Donc, j'utilise notamment beaucoup agrégé dans Tableau Prep pour compter le total distinct, ce qu'ils appellent. En fait, je travaille beaucoup sur Excel, je fais beaucoup de tableaux croisés dynamiques, mais c'est limité l'utilisation d'Excel. Et si par exemple j'ai besoin de connaître le nombre d'étudiants différents inscrits à un cours, Tableau, il va pouvoir me donner vraiment le nombre différent, alors que Excel, je vais faire un tableau croisé et ça va me donner le nombre de lignes, alors qu'il y a plusieurs sessions et ça va me faire des doublons. Donc, ça m'évite de retraiter tout ça manuellement dans Excel et ça me fait gagner beaucoup de temps. J'utilise aussi également donc, pour faire des unions de bases de données et des jointures. Par exemple, j'avais plusieurs extractions des stages et des échanges pour les étudiants et moi, j'en avais besoin pour les diplômés. Donc, déjà, j'ai fait une union de toutes mes bases année par année, donc de mes échanges et stages pour les étudiants. Et j'ai fait une jointure ensuite avec mes diplômés pour avoir uniquement les stages et les échanges sur les diplômés. C'est très clair et c'est très complet pour le coup, Lucie. Merci. Alors, comment est-ce que tu vois le futur
avec Tableau? Je pense qu'à EM Lyon, on va de plus en plus utiliser Tableau, que ce soit au niveau de l'école ou dans le service. Pour ma part, j'aimerais automatiser une part des analyses, donc des résultats des classements dans Tableau et gagner du temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait tout sur Excel, les graphiques, etc. Alors que on a les critères globalement des classements, ils ne changent pas. Si je pense par exemple au Financial Times, globalement, on fait les mêmes analyses année par année sur Excel, alors qu'on pourrait automatiser ça sur Tableau. Même si j'utilise déjà Tableau Prep pour réunir les données donc des classements des années précédentes et m'éviter de nombreuses recherches V sur Excel. Une autre nouveauté, c'est que depuis peu, j'ai accès à une copie donc, des bases de données en direct et j'ai la possibilité de créer mes propres requêtes et flux tableau. Alors que jusqu'à présent, c'était des requêtes qui étaient préconçues. En fait, on faisait des filtres sur le périmètre souhaité. Donc, on n'avait pas accès aux données. Donc, je pourrais filtrer, nettoyer et relier mes données directement dans Tableau Prep, soit pour les exporter dans Excel, soit pour les analyser directement dans Tableau Desktop. Mais voilà, le frein de ces projets, c'est le manque de temps à cause de la charge de travail des classements, mais on va essayer de se libérer un peu de temps pour ce projet. Alors, Lucie, il y a une question qui a été posée sur... alors, tu as répondu en partie. Quelle est la valeur ajoutée que vous, à l'EM, vous avez vue à Tableau versus d'autres solutions, et notamment des solutions gratuites? Donc, tu l'as abordé avec Excel, mais tu veux peut-être revenir plus en détail sur ce sujet-là, sur la partie préparation de données notamment, oui. Tableau Prep, ça nous a fait gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps là-dessus, sur la possibilité justement d'agréger les données. Côté classement et même côté accréditation, parce que j'aide beaucoup dans la préparation des données aussi côté accred. C'est moi qui fais la majorité des exports, etc., notamment pour la faculté, les cours, les étudiants, c'est tout moi qui fait. Et Tableau Prep, ça nous a fait gagner beaucoup de temps sur des choses qu'on faisait manuellement dans Excel. Maintenant, on peut le faire en 10 minutes sur Tableau Prep, alors qu'avant, ça nous prenait 2 heures sur Excel. Et une dernière question peut-être sur le profil des utilisateurs. Donc, on a à peu près 200 utilisateurs aujourd'hui à l'EM, sur des profils très variés. Est-ce que juste tu peux nous en dire un mot sur leur appétence à la base avec la donnée, la façon dont ils ont pris en main Tableau Oui, alors c'est vrai qu'on est peu de... Moi, j'ai un profil créateur, on est peu de profils créateurs. Après, il y a des profils aussi Explorer, donc qui ont accès à mes tableaux de bord, mais il y a aussi des profils Viewer qui ont accès à ces tableaux de bord et qui, donc, du coup, n'ont pas forcément d'appétence avec les données, mais juste, ils peuvent faire des filtres et visualiser directement les données dont ils ont besoin sans avoir vraiment une compétence sur Tableau. Alors, tu as une autre question également, Lucie. Avez-vous un entrepôt de données ou un espace de stockage BI? Alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. En fait, il y a on va dire que Florent répond que si. Florent Schelling, il travaille à EM Lyon avec moi et il est plutôt sur cette partie-là, justement, côté tableau. C'est notre docteur tableau à l'EM Lyon. Du coup, je vais placer un mot peut-être là-dessus et Xavier à compléter. C'est vrai que de façon plus globale pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont pas encore sur Tableau, il y a différentes différentes façons de regarder un projet et différents profils. Lucie parlait tout à l'heure des mots Creator, Explorer, Viewer. Là, on parle d'espace de stockage de données, d'entrepôt de données. Comme vous pouvez le voir aussi dans la timeline de l'EM Lyon, il y a différents aspects à prendre en compte pour un projet. Lucie, elle va être très opérationnelle. Elle va pouvoir travailler sur les données directement. Elle va pouvoir créer, visualiser donc la donnée dont elle a besoin. En amont, effectivement, il y a une réflexion en fait sur l'architecture de la data, sur la structure de la data, sur le stockage de cette data et sa connexion à Tableau. Donc effectivement, il y a un pan des projets qui peut se faire là-dessus. Un autre pan qui est vraiment aux mains des métiers et des équipes, comme on le voit là avec Lucie et comme on va le voir tout à l'heure dans les cas d'usage suivants. Et puis effectivement, il y a entre guillemets une fin de course avec les personnes qui vont pouvoir visualiser la donnée, la consommer, comme Lucie le disait, donc des personnes viewers qui vont regarder le travail fait en amont. Voilà. Très bien. Et du coup, je vais en profiter peut-être justement pour passer au témoignage suivant. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lucie. Alors, du coup, maintenant, Laurent, ça va être à nous avec donc la CCI Paris Île-de-France. Laurent, donc la CCI Paris a pris en main Tableau en 2017, donc pour une première mise en œuvre de Tableau.
un début de cas d'usage de tableau de bord, un accompagnement léger un petit peu plus tard dans la course pour étendre le parc Tableau en 2020 et donc en 2021 et maintenant être à un cas d'usage de plus d'une dizaine de classeurs partagés avec 30 utilisateurs. Tu vas nous en parler dans un instant. Donc Laurent, peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis responsable innovation numérique et développement EdTech au sein de la direction de l'innovation pédagogique de la CCI Paris-Île-de-France. Donc, à ce titre, j'ai en charge l'accompagnement des écoles et des établissements d'enseignement de la Chambre de commerce dans la mise en œuvre des outils numériques pour l'enseignement. Donc, parmi ces écoles, on trouve l'école de cuisine Ferrandi, l'école des Gobelins, Sub de Vente. Et il m'arrive également d'échanger avec mes collègues de l'ESCP et d'HEC, même s'ils ont leur propre capacité d'accompagnement et qu'ils n'ont pas trop besoin de moi. Voilà, mon travail, ça consiste principalement à mettre à disposition de ces écoles une plateforme d'enseignement à distance, hein, ça s'appelle un Learning Management System, de l'éditeur américain Blackboard. Ça se compose, pour faire simple, d'un serveur web pour dispenser des contenus de cours asynchrones comme des documents, des vidéos, des exercices, et d'un outil de classe virtuelle synchrone pour les cours en direct. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je mets à disposition des responsables de ces écoles des tableaux de bord qui leur permettent de suivre l'évolution de l'utilisation de la plateforme. Et je réponds également à des demandes sur mesure et tout ça, je le fais avec Tableau. Pardon, mon micro passe. Justement, est-ce que tu peux nous dire ton historique avec Tableau, Laurent? Alors, dès la mise en œuvre de notre produit, le Blackboard, en 2015, il m'est apparu qu'il manquait dans cet outil la possibilité d'obtenir des données de suivi sur mesure. Il y avait également un problème de conception dans Blackboard qui ne permettait pas de segmenter les données par école. On avait un serveur et plusieurs écoles et on n'avait pas les chiffres de chacune des écoles. C'était notre principal besoin. On a donc recherché un outil plus adapté, l'outil qui serait le plus adapté pour se connecter à la base de données que nous fournissait l'éditeur. Donc c'est un data lake avec un data lake Snowflake. Et il nous fallait donc un outil pour confectionner les tableaux de bord facilement à partir de ces données. Donc une fois qu'on a choisi Tableau, la prise en main a été rapide, mais il aura quand même fallu pas mal d'étapes et pas mal d'expérience pour en arriver où on en est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je mets à disposition sur le portail Web Tableau Online plus d'une dizaine de classeurs et qui permettent à mes vingtaines d'utilisateurs de suivre leur activité quotidiennement. Alors, est-ce que tu peux aller pour nous dans le spécifique des cas d'usage? Quelle est l'utilisation spécifique? Quels sont les cas d'usage? Alors déjà, Tableau, ça fait partie de plusieurs sources d'informations qui sont à la disposition de mes différents profils d'utilisateurs. Donc les élèves et les enseignants qui utilisent ces moyens vont tirer parti en général des tableaux de bord qui sont directement dans le produit, dans Blackboard, alors que Tableau va plutôt lui fournir des états de suivi à destination des responsables pédagogiques et des personnes qui sont en charge de l'accompagnement des enseignants. Ils vont ainsi pouvoir suivre l'évolution du nombre de connexions à la plateforme pour leur périmètre et mesurer, ça c'est le plus important, et mesurer si leurs efforts pour le développement de l'usage du numérique dans l'établissement se concrétisent dans les usages. Qu'ils vont pouvoir mesurer, c'est l'information la plus importante, c'est est-ce que le numérique se développe avec les efforts qui sont faits sur le terrain. Donc tout ça est facile d'accès à travers le portail Tableau Online en mode self-service. Moi, je prépare les tableaux de bord avec le profil créateur de Tableau et mes clients internes se connectent ensuite pour consulter les informations et les données et les tableaux de bord à tout moment. Pour donner un exemple précis, Tableau va également permettre de répondre à des questions plus pointues. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut mesurer si nos étudiants se connectent à la plateforme par le web ou plutôt par un mobile. Et si on peut croiser cette information avec le niveau d'études de l'établissement, on obtient des informations qui pourraient orienter utilement le format des contenus pédagogiques qu'on met à leur disposition. Oui. Tu nous avais parlé peut-être un petit peu de la segmentation et des filtres. On avait pu voir ça ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, en effet, les deux points qui me paraissent les plus importants dans l'usage que nous avons de Tableau à la Chambre de commerce, c'est cette segmentation automatique par groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que je vais préparer un tableau de bord à destination de l'ensemble de mes utilisateurs et en classant ces utilisateurs, ces personnes qui consultent mes tableaux de bord par groupe, ils ne verront que les informations qui sont dédiées à leur périmètre. Donc chaque école verra les données de son école avec le même tableau de bord.
A contrario, les personnes qui ont un privilège supérieur pourront accéder aux données de toutes les écoles et pourront comparer les données entre les différentes écoles. Et ça se fait très facilement sur Tableau, sans avoir besoin de faire un tableau de bord spécifique pour chaque école. Il y a une deuxième fonctionnalité très intéressante, c'est les filtres interactifs, c'est-à-dire qu'on va, en un seul clic, l'utilisateur qui est en train de consulter le tableau de bord pourra interagir avec le tableau en changeant par exemple un paramètre à la volée. Je sais pas, par exemple, il peut cliquer sur l'année scolaire et une année scolaire spécifique et voir les données se recalculer, le graphique se recalculer sous ses yeux. Donc ces deux fonctionnalités sont vraiment faciles à mettre en œuvre sur Tableau et évitent surtout de développer beaucoup de tableaux de bord différents. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire toi aussi le futur avec Tableau? Alors, mon futur sur la data et sur le portail sur le service de données que j'apporte à mes utilisateurs, ça passe plutôt par le fait que l'éditeur américain Blackboard sera capable lui-même de fournir un véritable portail data. C'est quelque chose qui est prévu à moyen terme. Et parce qu'aujourd'hui, Tableau comble clairement un manque de ce côté-là. Mais cela étant dit, nous aurons toujours besoin d'un outil souple et agile pour répondre à des questions spécifiques ou à des besoins auxquels l'éditeur n'aura pas pensé. C'est en cela que je vois l'utilisation future de Tableau. Merci Laurent. Est-ce que vous avez des questions pour Laurent? Je regarde. Xavier, est-ce que tu as une question? Sinon, je m'en permets une. Ton micro est coupé. C'était très clair. Des cas d'usage hyper intéressants, notamment sur la flexibilité des tableaux de bord une fois qu'ils sont produits et les gains de temps. Ça me semble très clair comme ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Merci. Alors, du coup, on va passer à notre intervenant suivant. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez quand même pas à les poser, même si elles vous viennent en décalé. On les reprendra tout à l'heure si on a ce temps-là. Donc, l'école des ponts, ParisTech, Romain Boitel, tu vas prendre la parole dans un tout petit moment. Pareil, on regarde votre timeline, donc mise en place de tableaux en 2019. Votre cas d'usage est vraiment spécifique, en tout cas pour moi qui en ai vu un petit nombre. J'ai été très, très surprise, donc vraiment, j'ai hâte que tu en parles. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que vous avez d'abord publié sur Tableau Public. Donc, je vous inviterai tous tout à l'heure à aller sur Tableau Public. On vous donnera un lien justement où les visualisations de Romain sont accessibles en ligne, donc de façon ouverte à tous. Tableau Public, c'est la très grande communauté de Tableau, où tant des passionnés que des personnes avec des données à caractère public et ou des étudiants. Enfin voilà, tout le monde peut poster. Il y a des visualisations d'un très très haut niveau aussi qu'on peut retrouver sur Tableau Public. Donc, du coup, pour revenir à l'école des ponts, vous avez mis en ligne vos visualisations sur Tableau Public, parfois accessibles de façon poussée avec des mots de passe, mais quand même, les données sont là. Et en 2021, vous avez eu besoin de passer à Tableau Online en supplément. Ça veut dire que vos visualisations restent publiques et accessibles à tous, mais vous aviez besoin d'héberger vos projets en un lieu et de pouvoir les partager ainsi entre vous. Et donc, on en arrive à aujourd'hui et maintenant. Romain, s'il te plaît, peux-tu te présenter? Bonjour à tous les participants. Alors, moi, je suis documentaliste à l'école des ponts ParisTech et je suis chargé d'information scientifique et technique avec une petite équipe de collègues. Donc, à l'école des ponts ParisTech, il y a 12 laboratoires de recherche et on est abonné pour ces laboratoires à 15 000 revues scientifiques qui sont toutes en ligne et ça nous coûte, pour vous donner des ordres de grandeur, à peu près 230 000 € par an. Et on est une petite école et donc c'est beaucoup plus pour les grosses universités françaises. Et moi, une partie de mes missions consiste à gérer ces abonnements. Et pour piloter ces abonnements, on utilise des statistiques de consultation des ressources auxquelles on est abonné, qui sont fournies par les éditeurs. Et je les mets dans Tableau pour faire des tableaux de bord. Un tableau de bord de consultation des ressources électroniques auxquelles on est abonné. Et c'est la directrice de la documentation et puis le directeur de la recherche, etc., qui les utilisent pour piloter nos abonnements.
Ça, c'est le projet principal que j'ai sur Tableau. Tu vas pouvoir effectivement rentrer dans le projet principal et le second projet un petit peu en détail. Est-ce que tu peux juste avant nous dire ton historique avec Tableau? Oui, on a commencé par se faire la main sur une version gratuite de Tableau pour les chercheurs. On travaille avec les chercheurs, on a pu avoir accès à ces versions. Et une fois qu'on a été assez confiant dans ce qu'on arrivait à faire, on est passé sur la version payante normale. On a eu une formation de 3 jours de Information Lab et ensuite j'ai mis en place le tableau de bord que je voulais. Le projet était conçu dans ma tête depuis le début et ensuite il fallait juste le mettre en place. Ça a pris plusieurs mois. Et malin, super. Je te laisse parler de ton projet principal et du second projet un petit peu plus en détail. Ok, alors le projet principal, comme j'ai dit, c'est les statistiques de consultation. Donc c'est un gros tableau de bord où on peut croiser plein d'informations comme le prix qu'on a payé pour chaque abonnement, les consultations avec différents types de filtres par année, par plage de date, par si c'est des revues ou si c'est des livres ou si c'est en libre accès ou pas. Enfin voilà, il y a plein d'informations qui nous permettent de piloter ça très finement. Ou si par exemple il y a des refus d'accès sur certaines plateformes parce que on n'est pas abonné et donc les éditeurs refusent d'accès, ils nous montrent une barrière tarifaire et si on voit qu'on a trop de refus d'accès sur certaines plateformes, ça nous interpelle pour qu'on décide à prendre un abonnement éventuellement. Voilà, donc ça c'est sur le projet principal. J'ai un deuxième tableau de bord, j'en ai plein mais j'en ai un deuxième. Ces abonnements aux ressources électroniques dans l'enseignement supérieur à la recherche qui coûtent très cher, en fait, sont négociés au niveau national par un consortium qui s'appelle Couperin. Les négociateurs sont des gens comme moi qui prennent en charge une négociation pour le pays. Et le modèle économique des abonnements, c'est souvent basé sur les effectifs des établissements étudiants et chercheurs. Et les chiffres nous sont fournis par le ministère. Donc, j'ai fait un tableau de bord qui est utilisé par tous les négociateurs en France qui le souhaitent et qui permet de filtrer par établissement, par discipline scientifique, et ça affiche les effectifs des établissements. Et puis ça fait des tranches tarifaires, enfin ça permet de faire ça. Donc c'est une aide à la négociation. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots Tableau, Excel, enfin, voilà, ton travail et comment Tableau a pu te permettre de remplacer ça, Tableau Excel et les macros en 2 mots? Oui, alors avant Tableau, j'avais des visualisations sur Excel pas du tout dynamiques que je générais automatiquement avec une grosse macro en VBA que j'avais codée. Et donc Tableau, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on a des données et des données beaucoup plus granulaires, beaucoup plus fines, beaucoup plus dynamiques. Voilà. Alors, comment ça se passe pour le projet principal, donc sur les statistiques de consultation, tous les 3 mois à peu près, je récupère plusieurs dizaines de fichiers de stats qui sont fournis par les éditeurs, c'est des fichiers Excel. Je les transforme en CSV. Hors tableau prep, comme c'est des grosses modifications, les données ne sont pas du tout structurées pour Tableau. Elles sont un peu normalisées, mais pas trop. Du coup, j'ai fait une énorme macro en VBA qui permet de tout normaliser automatiquement. Je appuie sur un bouton, puis ça fait le job. Et ensuite, je mets ça dans Tableau prep. Je fais un export en un fichier qui s'appelle .hyper. Et ça, c'est ce fichier que j'importe dans Tableau. Ok, ça marche. Je vais te poser directement la question qui t'est posée. Avez-vous eu des surprises dans les analyses faites que vous avez pu réaliser? Avez-vous des anecdotes? Des anecdotes. Par exemple, pendant les confinements, on s'est rendu compte que les étudiants, les chercheurs se sont rués sur des e-books qui sont dans certaines bases comme Kern, que vous connaissez peut-être, et qui nous avaient ouvert l'accès de manière provisoire. Et donc, à peine le confinement terminé, l'accès a été fermé. Et du coup, on est passé de chiffres importants en consultation à chiffres importants en blocage de consultation. Et du coup, c'est hyper clair qu'il y a une grosse demande sur ce type de base et qu'on prend l'abonnement. D'autres exemples, on peut voir par exemple qu'une base qui a l'air extrêmement chère et dont tout le monde se plaint, en fait, elle est aussi extrêmement consultée et le prix par article, c'est le plus faible de tous. Donc ça peut nous aider à limiter un peu la manière dont on conteste un prix, par exemple. Intéressant. Xavier? Bien. Très intéressant. Moi, j'avais une question justement sur
les changements qu'avait introduit l'utilisation de Tableau dans votre gestion des abonnements, mais l'exemple que tu viens de souligner, Romain, je pense est assez parlant sur le fait qu'effectivement, ça permet de sortir un petit peu des dogmes et de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière les demandes de connexion et les prix d'abonnement. Donc, hyper intéressant. Merci beaucoup, Romain. Merci, Romain. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais comment vous envisagez le futur dans Tableau? Oui, comment envisages-tu le futur? Comment envisages-tu le futur dans Tableau, Romain? Il y a des données qu'on pourrait croiser qui seraient intéressantes, c'est voir si les revues dans lesquelles nos chercheurs publient sont également celles auxquelles on est abonné. Donc, il faudrait que j'importe les données de publication de nos chercheurs et puis que je les croise avec les chiffres de consultation de nos revues. Très bien. Oui, non, effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une phase aussi projet qui est dans l'analyse des données qu'on a, une seconde phase projet qui est de venir dans le croisement et l'enrichissement de la donnée et d'aller sur d'autres cas d'usage. Donc, super. Merci de l'avoir. Il y a une question très rapide pardon, je l'ai au dernier participant. Est-ce que vous utilisez les modules de prédiction de Tableau justement pour gérer ces abonnements et tout ce volume de revues? Alors non, et en plus je suis désolé, je ne connais pas cette fonctionnalité dans Tableau. On va y venir dans la démonstration, Romain. Ok. On s'assurera de l'avoir avec toi par la suite. D'accord, ok, parfait. Merci Romain. Eh bien, nous allons finir avec le dernier retour d'expérience qui va être celui de l'école INSEC, groupe Omnes Éducation et donc Linda. Là, on change un tout petit peu de spectre parce qu'on passe côté éducation, c'est-à-dire enseignement. Linda, tu vas te présenter, mais en gros, on est en train de parler de l'usage de Tableau par tes étudiants en fait de master, et donc nous avons eu la chance de venir intervenir à tes côtés. Donc, d'abord, les formats masterclass. Enfin, tu as abordé Tableau depuis bien avant 2019, hein, donc je te laisserai en parler. Mais l'historique que nous, on peut avoir ensemble, il est lié au masterclass, au module donné sur Tableau. Tu as d'autres outils également dans ta besace, mais Tableau en faisait partie et était d'une importance. Et de là, tu as pu permettre à tes étudiants d'aborder des challenges Tableau. Tu as également regardé leur employabilité. Avec les X outils qu'ils avaient besoin d'avoir en main. On est aussi très content d'avoir 2 de tes étudiants parmi nos équipes. Donc, preuve en est que ça fonctionne très bien. Donc, côté et marketing et consulting, nous avons 2 étudiants de l'INSEC avec nous. Et du coup, tu as aussi pu leur permettre de faire des travaux avec Tableau sur des données en open data. Tu vas nous en parler. L'idée, c'est une montée en compétences sur Tableau tout du long. Et donc, Linda, s'il te plaît, peux-tu te présenter? Que je réactive mon micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Linda Tari, je suis la directrice du programme Master Data. Il s'appelle Data Analytics et Marketing Manager. Et j'ai 2 casquettes, donc directrice de ce master et le pilotage du pôle data et digital pour Lyon. Et en même temps, je suis chef d'entreprise en business intelligence et en performance industrielle. Donc, ça me permet d'avoir un pied dans l'entreprise avec les besoins des indicateurs métiers et de l'autre côté, de pouvoir finalement assurer la veille informationnelle, la veille technologique pour répondre à un besoin croissant des entreprises, d'avoir des outils d'aide à la décision. Alors, on utilise bien sûr Tableau, mais pas que, j'en parlerai tout à l'heure, et puis d'utiliser des outils innovants tels que nous le demandent les entreprises, en fait. Hein. Donc, voilà, justement, alors, parfait. Du coup, tu parlais de veille technologique, justement, quel est ton historique avec Tableau? Alors, au départ, je cherchais, donc je crois que c'était 2017-2018, moi, je cherchais un outil différent d'Excel, un outil qui soit rapide et surtout un outil qui nous permette d'engranger une grosse masse de données et de faire des statistiques et de la belle visualisation. Donc, je suis partie avec ma besace sur différents salons. J'ai vu différentes solutions. Du reste, tout à l'heure, je crois que c'était Johan Zinan qui nous posait la question comment vous faites le choix de ces outils. Donc, j'ai déjà fait du test and learn. Donc, j'ai testé Qlik, j'ai testé Power BI puisqu'ils ont été cités dans le chat et Tableau. Et pourquoi j'ai retenu Tableau? Parce que, d'un point de vue facilité d'utilisation vis-à-vis des étudiants qui n'avaient jamais eu ce type de cours ou jamais pris en main ce type d'outils, c'était beaucoup plus facile que les autres outils que j'ai tous testés.
la partie statistique, no code, moi je suis pour la démocratisation de la data au sein des entreprises, c'est-à-dire que tout le monde a accès à la donnée, on n'a pas besoin d'être informaticien, même si je forme des statisticiens, je forme des data scientists et des data analysts. Ça, on en reparlera avec l'avenir, mais l'avenir, c'est vraiment le no-code et cette facilité d'utilisation. Et surtout, une autre personne aussi en a parlé dans le chat, monter des modèles de prédiction. Donc d'abord, préparer la donnée. Alors, de mon côté, j'utilise pas Tableau Prep. Tableau Prep parce que j'ai des grosses masses de données à engranger et je trouvais que cette solution n'était pas tout à fait adéquate par rapport à notre besoin. Donc, j'utilise un autre outil, je ne sais pas si je peux en parler, tu le connais, Cépidé, je vais le dire quand même, c'est Alteryx. Donc, j'utilise bien Alteryx sur lequel on est formé par l'Information Lab. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un outil no-code et ensuite, en qualifiant la donnée avec les différents V, notamment le V de valeur, et bien ensuite, on va pouvoir faire parler cette data et les étudiants, avec des cours de méthodologie aussi, vont travailler en mode BI. Voilà. Le choix aussi, c'est monter. Alors, au-delà de ma veille personnelle, informationnelle, technologie, je regarde beaucoup le rapport Gartner également. Et donc, dans ce rapport Gartner, une fois que Gartner nous a donné sa modélisation, je refais tous mes tests et puis là, j'ai gardé Tableau, même si j'ai été courtisée par d'autres grands comptes pour la partie visualisation. Et je trouve que Tableau, c'est au-delà de la DataVis, qui est un des nouveaux langages de l'entreprise, c'est ce qu'on dit tous. Mais moi, je peux faire des statistiques inférentielles et différentielles vraiment assez poussées pour des étudiants qui n'ont jamais fait de stats. Voilà. Tu vas venir justement au cas d'usage des masters. Donc, parle-nous de… Alors, les cas d'usage sont différents, même si le public, c'est des communicants, donc des gens qui viennent de la com ou du marketing, qui n'ont pas fait vraiment de statistiques, donc on les forme à l'interprétation des données, sans calculer à la main les intégrales, etc., mais on leur donne le sens pour une aide à la décision, le sens de la valeur, le sens de la statistique aussi. Ils passent de la statistique descriptive à la statistique inférentielle, c'est-à-dire dans Tableau, on peut avoir des box plots que j'utilise beaucoup. Regardez qu'est-ce qu'une donnée singulière. Est-ce que cette donnée va être aberrante pour l'analyse de données que je vais avoir derrière? On va avoir l'intervalle de confiance également, les modèles de prédiction avec le R carré. Là, je m'adresse au public éventuellement statisticien qui est derrière. Donc, moi, j'utilise beaucoup Tableau dans ce modèle BI, fouille de données dans une méthode à la Sherlock Holmes, qu'on appelle chez les chercheurs chez nous abductive, et ils vont fouiller la donnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner trois forces, trois compétences. On les forme à être curieux. Souvent, les entreprises me disent, alors la casquette de chef d'entreprise me dit, bon, vous formez des étudiants comme on avait dans le temps, il leur manque cet élan, la curiosité pour fouiller la donnée. Quelque part, une certaine créativité, ça peut être antinomique aussi, mais ils doivent être créatifs pour monter des belles vises, et une vise qui s'adresse à un public donné, ça peut être un public de financiers comme un public de matheux. Donc là, avec les outils qu'on a aussi avec des open data, j'en parlerai après au niveau des cas d'usage, mais je voulais parler de ces trois forces, ces trois compétences, et c'est les entreprises qui me l'ont dit, et puis le goût du challenge. Quand on va identifier statistiquement, on apprend les stats et les maths différemment, des données singulières, ça nous donne, on a le droit de se tromper, on se trompe en classe, on va recommencer et on va fouiller cette donnée jusqu'à ce qu'on appelle la granularité fine, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, pour trouver l'aide à la décision. Donc les cas d'usage, j'utilise beaucoup d'open data, j'utilise beaucoup le cas Superstore dans Tableau qui est génial, qui allie des orders, des sales, des retours produits clients, donc ils vont fouiller à travers cela. Et je suis passionnée de Smart Cities, donc je travaille beaucoup avec le TUBA de Lyon, par exemple, sur la ville intelligente de demain, la ville sympa et intelligente de demain. Avec Amélie également, les données d'Amélie, les données d'ANAP. Donc là, on a fait un super cas d'étude avec les étudiants, c'était sur les maternités versus les obstétriciens. Et on a vu qu'il y avait des super maternités, mais par rapport au clustering de l'âge des personnes, il y avait un peu plus de 60 ans. Donc, le potentiel de naissance n'y était pas, alors qu'on avait des maternités toutes neuves qui étaient creusées. Donc, voilà, ça leur apprend aussi à monter ce type de modèle hyper intéressant, quoi. Merci, Linda. Il nous reste 2 minutes et je veux que les personnes puissent aussi te poser leurs questions si il y en a. Donc, dis-nous comment tu vois le futur et puis on voit sur quoi on peut conclure.
Alors, le futur, alors moi j'ai un petit souci, c'est que le cycle de vie de mes indicateurs, côté client ou côté étudiant, une fois qu'on a monté un indicateur de performance ou ce qu'on appelle un KVI, Key Value Indicator, il peut changer. Donc, raccourcir ce cycle de vie pour pouvoir monter, dès qu'on a mis une préparation tableau en mode créateur, qu'on puisse le changer automatiquement si jamais cet indicateur changeait. Deuxièmement, on en avait parlé un peu, Cépidé, au cours de tes séminaires, c'était le langage naturel. Alors, moi, j'utilise la solution tableau desktop et aussi public. Je pense que l'avenir, ça sera aussi en langage naturel, c'est-à-dire qu'on va interpeller une formule en disant sors-moi le chiffre d'affaires ou le profitability ratio pour que ce soit encore plus automatique. Voilà. Et puis, hier, justement, dans ce cercle vertueux, alors je ne sais pas si on est dans un monde utopique, le laboratoire de recherche de Fribourg m'a contacté pour mettre un écosystème quelque part vertueux entre l'éthique, le business et la statistique et qu'on puisse bosser ensemble, alors programme européen et hors Europe aussi, sur ces trois domaines et mettre en place par exemple des chercheurs ou des intervenants, un qui soit plus basé sur l'éthique, le plus sur des statistiques, mais travailler cet écosystème vertueux. Et donc voilà, ça c'est aussi l'avenir. Alors l'avenir du business, j'en sais rien, mais moi je vais m'intéresser à cela et je vais le proposer à mon groupe, quoi. Merci. C'est très intéressant, Linda. Merci beaucoup. Et effectivement, tout les différents cas d'usage sur lesquels tes étudiants travaillent et que tu as présenté reflètent très bien la philosophie de Tableau. Alors, le dernier point que tu mentionnes sur ce qu'on appelle nous le data for good, ça correspond complètement à la façon dont Tableau aussi oriente le développement et l'innovation autour de notre produit. Et puis, voilà, ce qui distingue Tableau, ce qui le singularise, à tes yeux, correspond complètement à la vision qu'on a nous, c'est-à-dire que voilà, on croit que l'avenir de la data, elle se situe dans le no-code et dans la capacité à explorer les données et à les découvrir en autonomie. Ce que tu as appelé les fouilles à la Sherlock Holmes, c'est exactement ça, c'est-à-dire que un outil de BI, il crée de la valeur s'il permet, c'est la découverte que permet un outil de BI qui crée de la valeur et qui permet voilà, d'avoir des vrais leviers business et pas d'être un coût et un logiciel parmi d'autres dans le catalogue applicatif d'une entreprise ou d'une école ou d'un établissement d'enseignement supérieur. Je vois qu'il y a une autre question avant de laisser la main à Bruno. Oui, Vincent, le machine learning. Oui, alors oui, Vincent, cher, merci de ta question. Je vais jusqu'aux statistiques inférentielles, mais le machine learning, désolé, nos codes avec Tableau, non. J'utilise un autre outil qui est DataIQ, Alteryx en partie, mais DataIQ qui me fournit cette partie de machine learning, no code. Par contre, les visuels, je les retraite sur Tableau. Mais le machine learning, je ne le fais pas avec Tableau, je le fais avec DataIQ. Merci Linda. Il y a des points que tu as mentionnés. Je pense que Bruno va les reprendre en démo, notamment tu parlais du langage naturel. Donc Bruno, n'hésite pas, voilà, s'il y a des points que tu veux creuser spécifiquement en démo. Ah oui, il y a un point que j'ai oublié de dire, et notamment c'était une question d'un de vos invités, c'était pourquoi on n'utilise pas Data Studio. La sécurisation des données. Avec Tableau, on a cette partie de sécurisation. Mes clients ou alors les clients INSEC sont très sensibles à ça aussi. Et donc, quand on utilise Data Google Studio, par exemple, toutes les données de l'entreprise appartiennent de fait à Google. Il n'y a pas de sécurisation. C'était cette petite parenthèse que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci. Bruno, on te laisse la main. On te laisse reprendre l'écran. On arrête le partage. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'ai partagé mon écran. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Verissimo, je suis ingénieur solution chez Tableau. J'aide nos clients à implémenter Tableau au sein de leur système d'information. Et je vous propose en quelques minutes, de manière très très courte, une découverte de la plateforme Tableau. Donc, on va illustrer tout cela avec un jeu de données qui est issu de l'Open Data de l'Éducation nationale. Et donc, je vais vous présenter la plateforme Tableau Online. Et on va commencer par ce qu'on connaît le plus communément de Tableau, la partie tableau de bord. D'accord ? Donc, la faculté d'avoir une vision complète des données et puis, bien sûr, complètement interactive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer dedans. Alors, comment ça se matérialise ? Ici, on a les différentes académies de l'éducation nationale avec les chiffres clés globaux et l'évolution de deux indicateurs, le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants.
On va également disposer, par exemple, d'une pyramide des âges qui permet de voir la répartition en fait des enseignants sur différentes tranches d'âge et par genre. Les secteurs, donc est-ce qu'on est plutôt sur des établissements publics ou privés? Et puis le type de personnel qu'on a, ce sont des titulaires ou des contractuels. Alors ce que vous connaissez de tableau, bien sûr, on va pouvoir cliquer sur un endroit, les indicateurs vont pouvoir se rafraîchir et on va pouvoir comme ça avoir une vision qu'on va pouvoir détailler au gré des clics et de la navigation. Donc si par exemple je veux regarder une tranche d'âge en particulier, regardons par exemple les jeunes professeurs. Ici, je vais prendre les professeurs de la tranche de 20 à 29 ans de sexe féminin et je vais pouvoir voir en fait s'il y a des académies en particulier où elles sont représentées. Là, on voit plutôt que ce sont les académies de Versailles et Créteil. Et puis l'évolution de leurs effectifs au sein des trois derniers exercices. Alors bien sûr, je vais pouvoir naviguer dans les données avec Tableau. J'ai cette capacité en fait d'aller faire du drill et donc de passer en fait d'un niveau académie par exemple à un niveau département et je vais retrouver les mêmes capacités d'analyse bien sûr en cliquant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on connaissait, j'espère en tout cas ce que vous connaissez de Tableau. Ce qui va être intéressant maintenant avec Tableau, c'est que qu'on manipule des données, ce qui est important, c'est la confiance qu'on peut avoir envers ces données. C'était un point qui a été soulevé précédemment par Linda, par exemple. Et donc, dans Tableau, vous allez avoir une traçabilité des données grâce à ce petit bouton détail des données. Et je vais pouvoir donc visualiser d'une part l'usage qui est fait de ce tableau de bord, est-ce qu'il est consulté régulièrement ou pas, de quelle source de données les données qu'il propose proviennent, et puis les différents champs qui sont utilisés, et éventuellement en fait les règles de gestion que je peux avoir dedans avec les formules de calcul. Donc ça donne un niveau de confiance et de compréhension de ce qui est exposé. Alors, si je clique sur la source de données, ce qui va être crucial dans ce qu'on appelle plus généralement la gouvernance des données, ça va être d'avoir la traçabilité complète des données. Donc, depuis la base de données, je vais savoir en fait le cheminement de ma donnée depuis le début, hein, la source, la base de données, quelles sont les tables impactées, et puis jusqu'au classeur tableau et aux feuilles impactées. Et ça, je vais pouvoir le voir sur chaque champ. Il suffit de cliquer sur un champ en particulier et je vais voir où est-ce qu'il est, enfin, dans quelle étape il va apparaître. Donc ça, c'est absolument primordial si on veut bien comprendre la traçabilité, notamment dans un contexte où on traite des données sensibles. Hein. Ici, on est sur des données RH, ça peut être des données RGPD. Et dans ces cas-là, c'est absolument indispensable d'avoir cette traçabilité. Alors, si je constate qu'il y a un problème sur les données, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les leviers qui sont à ma disposition pour que je puisse améliorer cette qualité de données? On a parlé de l'outil qui s'appelle Tableau Prep tout à l'heure lors de différents témoignages. Pour ceux qui ne connaissent pas Tableau Prep, ça ressemble à ça. Donc, on va se connecter aux données et on va avoir une vue de la distribution des données. En fait, c'est la partie centrale que vous avez à l'écran ici. Alors, qu'est-ce que ça permet d'avoir cette vue de la distribution des données? Alors déjà, dans un esprit no-code, là, on est vraiment sur de la visualisation pure de ce qu'on va avoir comme données. On va pouvoir identifier les éventuels doublons qu'on a sur nos données. Ici, par exemple, on a le champ identifiant de l'établissement. Eh bien, on va pouvoir voir le nombre d'occurrences pour chacune des valeurs. Là, ici, j'ai une occurrence de 1, ça veut dire que je n'ai pas de doublon. Donc, visuellement, je vais pouvoir identifier, par exemple, les doublons sur un champ. Je vais pouvoir également visualiser et identifier les champs qui sont incomplets. Ici, par exemple, l'adresse est incomplète. Pour 99% des lignes, elle n'est pas renseignée. Et enfin, dans cet outil, vous allez avoir à votre disposition des éléments qui vont permettre de mieux traiter les données et de mieux les nettoyer. Par exemple, ici, on a une scission automatique qui va être proposée directement par Tableau Prep. Il y a un moteur d'intelligence artificielle dans Tableau Prep qui permet de vous proposer des recommandations sur le traitement des données, des scissions éventuelles, des algorithmes de nettoyage ou des algorithmes de regroupement. Et ça, c'est un gros plus. Toujours cet esprit no-code. On ne va pas coder dans cet outil. Voilà. Donc, une fois que j'ai nettoyé mes données, je vais avoir donc à ma disposition quelque chose de propre et exploitable. Et donc, je vais pouvoir aller analyser tout ça
au sein de Tableau Web, de Tableau Online. Donc, on va ouvrir, on va regarder un petit peu comment se font ces différentes analyses. Donc, je vais créer une nouvelle feuille d'analyse et je vais regarder, par exemple, est-ce qu'il y a des établissements sous tension dans une zone géographique particulière. Donc, je vais faire glisser simplement mes notions géographiques. Ici, j'ai géolocalisé mes établissements avec les notions de latitude et longitude. Je vais avoir un niveau de détail par établissement, donc je vais faire glisser les adresses de tous les établissements. Je vais trouver tous les établissements de France, il y en a beaucoup. Je vais pouvoir regarder une localité en particulier. Là, je vais regarder une ville en particulier. On va prendre la belle ville de Chalon-sur-Saône. Voilà, donc je vais pouvoir me focaliser dessus. Automatiquement, il y a le filtre. Alors, notez que là, on est sur un volume assez important d'établissements et ça se fait de manière instantanée. Au niveau de ma carte, je vais pouvoir changer. J'ai pas mal de fonds de carte à disposition et notamment une qui me permette de voir les rues, ce qui est un petit peu plus intéressant lorsque je veux géolocaliser mes établissements scolaires. Et je vais ajouter une information qui me permet de la traiter en fait graphiquement. Là, je vais regarder les zones de tension. Donc, je dispose dans mon modèle de données d'un indicateur qui me permet d'identifier les établissements sous tension, c'est-à-dire où il y a peu de professeurs par rapport au nombre d'élèves. Je vais pouvoir donc regarder ceux qui ont une tension un peu élevée et voir ce qui s'est passé. Et ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'intelligence artificielle dans Tableau, c'est qu'on va avoir un module d'intelligence artificielle intégré qui va vous proposer des explications sur un point remarquable. Et ça, c'est un gros plus quand on est un utilisateur final. On va avoir des éléments automatiquement qui vont nous arriver et qu'on va pouvoir aller creuser par nous-mêmes. Et là, par exemple, sur ce point en particulier, je vais voir ce qui distingue cet établissement qui est sous tension et je vais pouvoir aller regarder ce qu'a identifié Tableau. Et bien là, sans vraiment de surprise, il y a peut-être des tranches d'âge qui sont surreprésentées pour cet établissement et je vais obtenir des visuels automatiquement faits par Tableau qui me donnent ces explications-là. Alors là, qu'est-ce que je comprends? Eh bien, il y a plutôt des jeunes professeurs en fait dans cet établissement et assez peu de professeurs expérimentés. Donc, j'ai une caractéristique unique de cet établissement que je peux exploiter ou pas et qui peut me servir à expliquer cette tension. Voilà pour cette démonstration découverte très rapide. Je vais redonner la main à Xavier Stépien. Sublime, midi 1. Voilà. On ne peut pas faire plus précis. Est-ce que vous avez des dernières questions pour nous? Je m'adresse aux participants, enfin aux personnes connectées. Ou est-ce que tout le monde a envie d'aller manger? Moi, j'avais une dernière remarque qui est géniale aussi par rapport à la démo. C'est que si on se trompe dans une des vues, eh bien, automatiquement, dans le tableau de bord, la vue se remet à jour. Donc, ça veut dire si on change un visuel, eh bien, automatiquement, le visuel étant lié aussi bien dans la data storytelling, dans l'histoire de tableau ou dans les tableaux de bord, tout est mis à jour automatiquement. Donc, ça, c'était aussi une fonctionnalité intéressante. Effectivement, ce que la démo a permis de mettre en lumière, c'est vraiment ce qui distingue Tableau sur le marché de la BI, c'est cette capacité sans aucune ligne de code, avec du glisser-déposer, comme on a vu avec Bruno, non seulement d'exposer les données, mais aussi de les faire parler, de les comprendre et de les expliquer avec les modules d'intelligence artificielle que présente Tableau. Voilà, on n'est pas allé très en détail dans le prédictif et le machine learning, mais on pourrait le voir aussi si on avait un peu plus de temps, et on sera ravis, si parmi vous il y a des gens intéressés, de prendre un peu de temps pour en parler plus en avant. Eh bien, on va clore. On va vous laisser de toute façon ce support. J'entends un résumé des slides donc par la suite. On va envoyer tout ça aux personnes connectées aujourd'hui. Vous pourrez accéder en ligne également au replay de ce webinaire. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous revenir par la suite et on y répondra dans le détail et on creusera dans les détails des fonctionnalités sans problème.
Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.